La question, c'est pas tellement de savoir si j'aime écrire ou pas. Et d'ailleurs, si je devais vraiment répondre à cette question, je pense pas que j'aime écrire. Je pense même le contraire. Mais j'en ai besoin. Je pense que c'est un stade même supérieur. C'est-à-dire que je peux pas me passer d'écrire. C'est un besoin, une nécessité vitale. C'était dans un jardin où doucement la nuit tombait. À plusieurs reprises, prévenant et attentionné, il a voulu s'assurer que je n'avais pas froid. Éric Fotorino est un grand monsieur et je mets des majuscules. S'il m'a contacté la première fois, c'était parce qu'il savait la librairie en difficulté et qu'il voulait me proposer son aide. Je ne vous le présente pas, journaliste, écrivain, ancien directeur du journal Le Monde, cofondateur de l'hebdomadaire Le 1, du magazine Légende et beaucoup d'autres titres à son actif. Je mesure ma chance d'avoir passé un moment avec lui au milieu des arbres de son jardin. Là, j'aurais pu, pendant des heures, l'écouter me raconter ses souvenirs de lecture, me réciter des poèmes et me parler de ses textes qui l'accompagnent, qui sont là, près de lui, toujours. Sa relation au livre, ce qu'il lit comme ce qu'il écrit, est à la fois viscérale, nécessaire et infiniment sensible. Son dernier roman, paru en mars 2025 aux éditions Gallimard, en porte la trace jusque dans son titre, « Des gens sensibles ». Auteur d'une vingtaine de romans, il tisse une œuvre délicate, élégante, qui donne ses lettres de noblesse à la littérature, à l'écriture et à l'humain. C'est une rencontre rare, précieuse, que je suis honorée d'avoir pu faire et que je suis heureuse de vous partager. Fermez les yeux, laissez-vous enchanter et entrez dans un bout de la bibliothèque d'Éric Fotorino. Pardon, bonsoir, j'attendais là-bas. Bonjour. Bonjour. Entrez. Enchantée. Merci Moi aussi. beaucoup. Avec plaisir. C'est juste à droite. La première question que je pose, qui est toute simple, c'est où sommes-nous, Éric, et pourquoi est-ce qu'on se voit ici? Alors nous sommes dans un petit jardin au Vésinet. Donc il y a de la verdure. Il est vraiment petit, mais il y a des tilleuls, il y a un palmier, il y a un olivier. Donc c'est un endroit, c'est une sorte de résumé du monde dans la nature, mais dans la ville en même temps, puisque on entend les voitures qui passent. Donc c'est à la fois un lieu où je peux travailler dans le calme et où je ne suis pas complètement coupé de la vie. D'une manière générale, vous avez besoin quand même d'avoir des conditions particulières pour pouvoir lire, vous plonger dans un livre? Alors plus pour lire que pour écrire. C'est-à-dire que j'ai toujours écrit n'importe où. J'ai jamais solennisé l'acte d'écrire. En revanche, pour lire, oui, parce que j'ai besoin quand même de pouvoir me concentrer sur ce que je lis, tout simplement. Et là, une conversation peut me gêner, le bruit extérieur peut me gêner. Mais j'arrive toujours à trouver des refuges quand même. J'aime beaucoup les trains pour ça. Ah oui. Parce qu'il y a une sorte, on est un peu bercé, il y a le paysage, c'est un peu hypnotique. Et puis voilà, on s'accroche à des pages et c'est super. Bon, les livres autour de moi, d'abord, il y a ceux qui restent et ceux qui ne restent pas. C'est-à-dire que comme on lutte toujours pour la place dans une maison, dans un bureau... Vous allez me raconter comment vous avez trouvé la solution de ça? Il n'y a pas de solution. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai des livres qui m'accompagnent comme des invariants. Ils sont là, ça ne veut pas dire que je les ouvre, mais je ne sais plus qui a dit, il y a les livres pour être lus, les livres pour être là. Donc ils sont là. Et quelquefois, je les lis. Est-ce qu'il y a un mot ou une phrase qui pour vous définirait quel type de lecteur vous êtes? Est-ce qu'il y a un mot pour dire ça? Mon rapport à la lecture, il est très changeant. Certains livres, je peux être un lecteur forcené, c'est-à-dire ne pas le quitter. Après, il y a des circonstances très particulières qui font qu'il y a certains auteurs, il y en a un en particulier, il sort un livre, je l'ai lu le soir même. Je le cherche partout. Ça, vous avez des noms à me... Il y en a un tout simple, c'est Modiano, parce que oui. J'ai une histoire avec Modiano que je trouve très belle. Mais donc, il y a des auteurs comme ça. Quand Philippe Ross sortait un livre, quand Modiano sort un livre, alors Duras, j'ai eu une période quand j'étais étudiant à Sciences Po, où je faisais de l'économie, de la science politique à longueur de journée. Quand j'en pouvais plus, mais j'avais une sorte d'écœurement de travail, de tout ça. Quelquefois, je m'accordais un après-midi et je lisais un livre de Duras parce que, comme ils étaient courts,
Je savais que j'aurais pas cette frustration si vous prenez Crime et Châtiment. Oui. Voilà, donc, mais j'ai des rapports quelquefois compulsifs avec des livres. Là, en ce moment, j'en lis un. Je savais pas d'ailleurs qu'il allait me plaire autant, et c'est le livre de Mark Weitzman là sur la part sauvage sur Philippe Roth justement, enfin sur son amitié avec Philippe Roth, et que je trouve passionnant sur l'Amérique, etc. Et sur la création littéraire aussi. Donc voilà, il y a des livres, et puis d'autres, ils me tombent un peu des mains. Je suis un adepte de mon camarade Pénac. Oui. Si voilà, on a le droit de lâcher un livre. Donc voilà, oui, il y a ceux dans lesquels je m'enfonce jusqu'au cou. Et puis après, il y a ces lectures que je fais quand je suis à La Rochelle, par exemple. Je dois avoir la collection complète de Simenon. Donc j'aime bien lire une nouvelle de Simenon ou un Maigret. En vous écoutant, j'ai l'impression à certains moments que vous parlez presque de personnes, d'amitié, Ouais. de lecture, des livres qui sont comme des gens qui oui, rentrent dans votre vie. mais vous Certains avez y raison, restent. c'est des compagnons, c'est des compagnons de vie. Quand j'avais 17 ans, moi je lisais pas. Je lisais pas de livres, je faisais que du vélo. Avant 17 ans Oui, je voulais vraiment être coureur cycliste, et donc je faisais du vélo, et ma mère me disait Eric, il faut lire. Et Vos parents étaient lecteurs? pas tellement. D'accord. Non, ma mère un tout petit peu, mon père non. Mais Mon père lisait San Antonio et l'équipe. D'accord. Voilà. Et ma mère lisait pas, mais elle avait quelques livres. Voilà. Et elle savait que la lecture était quelque chose d'important, Oui. puisqu'elle voulait vous y pousser? Oui, c'est ça. Elle pensait que c'était important de lire pour, si on voulait, je sais pas, réussir. Elle avait peut-être une idée comme ça, D'accord. de la réussite. Elle avait dû arrêter ses études après ma naissance, donc elle était frustrée de ça. Elle les a reprises beaucoup plus tard. Et donc, pour elle, les livres, c'était important, mais enfin, il n'y avait pas non plus beaucoup de bouquins à la maison. L'année de mes 17 ans, le prof de français nous a dit ce serait bien que vous lisiez Rue des boutiques obscures de Modiano. Et ce qui était assez marrant, et ce prof m'a écrit il y a 2 ans, il m'a fait passer une lettre, c'était assez touchant. En général, les profs de français, ils vous font pas lire des livres contemporains qui viennent de sortir, ils vous font lire les classiques. Ça. Mais là, on avait dû aller acheter ça. Donc j'ai acheté ce livre, j'ai demandé un peu d'argent à ma mère, j'ai acheté ce livre. Et à un moment donné, j'ai lu, et texte court, et ça m'a vraiment mis un choc, parce que je me dis, mais on a le droit de faire ça, en fait. On a le droit de dire, voilà une photo, là il y a un homme, c'est peut-être mon père, je ne sais pas il me veut du bien ou pas. Je trouvais ça insensé de pouvoir écrire ça. Et donc, bon, j'ai refermé, et puis je suis passé à autre chose, mais enfin, j'ai gardé ça. Et puis, donc, j'avais 17 ans, mais plus tard, quand je suis arrivé à Paris, je me souvenais de Modiano. Et donc, quand il sortait un livre, j'allais l'acheter. Et j'aimais tellement ça, que c'est devenu comme un rituel. C'est que lorsqu'il y avait un Modiano qui était annoncé, ce jour-là, je savais que j'allais l'acheter et que j'allais, toutes affaires cessantes, le lire. Puisque ce livre, Rue des boutiques obscures, c'est pas tant l'histoire, le style et tout ça. Bien sûr que ça m'a pris, mais surtout, je trouvais incroyable qu'on puisse rentrer comme ça dans l'intimité de personnages, les interroger comme ça, comme avec du papier de verre. Vous savez, quand j'ai une maison à La Rochelle, et j'y vais évidemment tous les étés, et une de mes premières lectures, c'est Villa Triste. J'ai un exemplaire de Villa Triste là-bas, et je le relis. Chaque été, quand vous allez Quasiment. là-bas? Pas tous, mais je sais pas, ça fait 25, qu'est-ce que je dis? Oui, ça fait 25 ans que j'ai cette maison, j'ai dû le lire 15 fois. Ok. Ah ouais, je l'ai lu, je sais pas. C'est votre rituel de Et vacances. alors après, ça a été autre chose, j'ai commencé à lire, mais je le lis plus depuis le début. Je l'ouvre. Voilà. Je l'ouvre là où le livre s'ouvre. Et puis je lis 20 pages, 30 pages. C'est qu'une musique en fait. Oui. Quand vous aimez Mozart, vous n'écoutez pas tout Mozart, vous n'allez pas dire quel est le premier. Oui. Ben, c'est pareil, Modiano pour moi c'est ça. Donc et il y a quelques auteurs qui me font cet effet. Donc Modiano, la chance c'est que maintenant il m'envoie ses livres dédicacés, ce qui était quand même inouï, inimaginable pour moi. Et il y a Gary. Gary, ça j'ai été vraiment porté par cette espèce d'humour désenchanté et tout ça. Duras, comme je disais tout à l'heure, Philippe Roth énormément. Ça, c'est un peu mon petit panthéon. Partout où j'ai déménagé dans ma vie, où il y avait une cheminée dans le bureau, je les mettais sur la cheminée. Là dans ma bibliothèque, là, ils sont là. Bon, je fais l'appel, ils sont là. Il y a des livres de Camus aussi, comme ça. Des livres de Camus, pas ceux qu'on pourrait imaginer. Il y a bien sûr L'étranger ou le... Non, il y en a un autre que j'aime beaucoup. La Chute. C'est La Chute. Voilà, c'est La Chute. Et puis Nos à Tipaza. Une fois, j'avais lu à une de mes filles le début de Nos comme ça.
puis écoute, et c'est vrai, c'est tellement beau, tellement de soleil, la campagne était noire de soleil. Comment on peut écrire ça? C'est extraordinaire. Il y a eu donc cette fameuse petite bibliothèque de ma mère, c'est-à-dire qu'on avait à l'époque dans les années 70 ce qu'on appelle un cosy, c'est-à-dire c'était un lit et tout autour il y avait un meuble avec, vous mettiez ce que vous vouliez, mais vous pouvez mettre des poches ou des livres. Et là ma mère mettait des livres et comme toujours Eric lit et un jour j'ai fini par prendre un livre de Paul Guimard, donc l'auteur des Choses de la vie, et c'était un livre que je connaissais pas qui s'appelait Rue du Havre, et je l'ai pris pour une raison unique, c'est qu'il était court. Rue du Havre, signé Paul Guimard, et il y avait à l'époque un champion cycliste qui s'appelait Cyril Guimard, et donc je me dis Guimard, c'est peut-être, et puis petit livre. C'est la même période, Modiano, tout ça, et je commence à lire ce livre. Et pareil, je suis complètement embarqué. C'est comme un tour de magie, en fait, un livre réussi. C'est-à-dire qu'il y a 3 personnages. Il y a le personnage central qui est on dirait aujourd'hui un SDF, un type qui fait la manche. Donc, à l'hiver, il est déguisé en Père Noël. Le reste du temps, il vend des billets de loterie, etc. Et il est dans la cour du Havre, de la sortie de Saint-Lazare. Tous les jours, il y a vers, 8h07 ou 8, il y a un train de banlieue qui déverse tous ces voyageurs. Et parmi tous ces voyageurs, il voit une jeune femme. Et à force de la voir, il imagine qui elle est, il lui donne un prénom, il imagine sa vie. Bon, et donc on voit qu'il essaie de se faire un roman sur cette jeune femme. Et puis, tous les jours, 11 minutes plus tard, un autre train de banlieue, et dans le flot des voyageurs, il voit un jeune homme. Et pareil, il l'imagine, et il s'imagine sa vie. Et il en arrive à la conclusion que cet homme et cette femme sont faits pour se rencontrer, sauf que tous les jours, il y a 11 minutes qui les séparent. Et après, il y a le destin. Et ça, alors là, franchement, j'ai trouvé ça très fort. Parce que, d'abord, c'est très bien écrit. C'est un livre que j'ai beaucoup offert, sauf qu'après, maintenant, on le trouve plus tellement. Enfin, il a été réédité il y a pas longtemps. Pour moi, c'est vraiment presque le modèle du romanesque. C'est-à-dire une écriture limpide, très belle, très simple. Et puis quelqu'un qui, quand je dis un tour de magie, qui va comme ça mêler les choses, les événements, les choses fortuites, etc. Très profond aussi, il y a beaucoup d'humanité dans ce texte. Si vous voulez, Modiano, j'avais compris sur le fond qu'on pouvait faire des choses incroyables si on voulait décaper un peu sa propre histoire. Et Guimard, c'était une sorte de virtuosité de la forme, et en même temps comment, par l'écriture, on allait toucher l'âme humaine de façon profonde, mais sans l'air d'y toucher, quoi. Voilà, de façon quand même assez simple et accessible. Donc moi, je suis devenu journaliste au Monde, j'avais 24 ans, donc j'étais le plus jeune de la rédaction, et on m'envoyait partout, on m'envoyait en Afrique, on m'envoyait en Amérique du Sud, j'étais vraiment Tintin reporter. Et je partageais mon bureau avec un monsieur qui était vieux pour moi, qui avait 50 ans. Donc maintenant la jeunesse, pour moi ça me paraît très jeune, mais c'était un type assez austère, un monsieur du monde, quoi, comme on pouvait imaginer les gens du monde avec une cravate et un costard, etc. Il avait été à l'école, son prof d'histoire géo, c'était Julien Gracq. Ah ouais. Donc il avait une certaine idée de l'écriture. Photo, il m'a jamais appelé par mon prénom Photo, il m'appelait. C'est vrai. Photo. Bon. A commencé quelque chose entre nous, c'est que quand il savait que je partais, il me déposait en rentrant du déjeuner un roman. Et alors il avait une théorie que j'ai vérifiée et j'étais absolument d'accord avec lui. Il m'a dit, vous savez, vous n'aurez jamais la compréhension de l'âme d'un pays, d'un peuple, etc., mieux qu'en lisant des romans. Je suis parti longtemps en Colombie, où est-ce que je suis allé ? Brésil, et là, il m'a offert 100 ans de solitude. Et comme je suis resté longtemps, je l'ai lu 2 fois. Voilà. Et puis, comme il avait été élève de Julien Gracq, moi je savais à peine qui était Julien Gracq, il y a eu Le Rivage des Sirtes, Un balcon en forêt, Un beau ténébreux. Et alors, c'est des livres de chez José Corti. Je sais pas si vous voyez, il n'était pas massicoté, donc il fallait ouvrir les pages. Je me souviens. Il y a eu un autre épisode aussi qui a été important pour moi, mais complètement fortuit aussi, c'est que je me suis retrouvé un jour, alors c'est peut-être ma mère qui avait ce livre, je me suis toujours demandé, un recueil de poèmes d'Henri Michaud qui s'appelle Équador. Donc Henri Michaud, qui était un jeune homme très brillant, qui était tuberculeux et donc qui entreprend des voyages en Amérique du Sud
Et dedans, il y a un poème qui s'appelle « Je suis né troué ». Bon, je suis tombé sur ce poème, je suis né troué, et ça commence par « J'ai un petit trou dans la poitrine, et il souffle un vent terrible ». Et je me suis mis à pleurer. Et j'ai refermé, et après, je sais pas que j'ai oublié, parce que la preuve, mais c'est parti. Ça fait partie de ces livres qui probablement m'ont accompagné, et ont été des déclencheurs à la fois comme lecteur, mais aussi après comme auteur, quoi. Les deux épisodes importants que vous m'avez racontés, votre professeur qui vous donne à lire Modiano Oui. et votre collègue qui vous offre Ouais. un livre à chaque fois, Oui. la lecture est arrivée aussi par quelqu'un. C'est ça, ça a été à chaque fois ça a été des transmissions. Ouais. De moi-même, je pense que je ne serais pas vraiment allé vers la lecture, vers la littérature. Comment est-ce que vous... Alors déjà, comment vous choisissez les livres qui sont à un endroit ou à un autre, et comment est-ce que vous organisez vos bibliothèques? Mais ma bibliothèque, là où il y a mon bureau, c'est vraiment... il y a relativement peu de livres, mais c'est vraiment la pure littérature. C'est vraiment... Et de la poésie. Okay. Énormément de poésie. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où j'avais l'impression que je ne pouvais plus lire de romans, plus vraiment, et que j'avais besoin de textes beaucoup plus qui allaient beaucoup plus à l'essentiel, à l'émotion. Dans mon bureau de mon journal au 1, où j'ai des livres partout, il y a de la littérature, mais c'est des romans plus du moment. Et dans ma maison à la campagne, alors c'est des livres, alors je fais des choix régulièrement, ce que la médiathèque à côté, ils sont contents parce que tous les 6 mois je leur dis venez. Et puis, parce que j'ai aussi des livres que je reçois, je les emmène là-bas pour l'été, pour que tout le monde pioche un peu. Et en revanche, je fais des tris, mais il y a des livres que j'ai qui datent, qui ont même sûrement 30 ans. Peut-être qu'on peut parler du ou des livres que vous lisez en ce moment. Vous en lisez plusieurs, peut-être. Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des livres que j'ai dû lire, mais j'étais heureux de le lire. Gallimard m'a demandé de faire une nouvelle préface pour Fureur et mystère de René Char. Je connais René Char, mais je connaissais pas les feuillets d'hypnose, etc. Et donc, je me suis plongé dedans. J'étais très fier qu'il me demande de faire ce travail. Et alors, j'ai été fasciné par ce texte. Il est un peu hermétique, comme souvent René Char, quand il dit l'aubépine est ma première grammaire. Bon. Mais en fait, ce qui est intéressant chez René Char, c'est que c'est à la fois un très grand poète, un peu abstrait, un peu hermétique, et en même temps avec des fulgurances incroyables. Et là, ce recueil, il est composé de poèmes écrits quand il n'est plus René Char le poète, mais qu'il est le capitaine Alexandre, chef du maquis de la Résistance, donc du côté d'Avignon, quoi, en Provence, et il organise la Résistance, quoi, avec des armes et tout ça. Voilà, donc j'ai passé beaucoup de temps avec ce texte de René Char que je ne connaissais pas, où j'en connaissais. C'est dedans qu'il y a la lucidité et la blessure la plus proche du soleil, etc. L'aubépine est ma première grammaire, j'adore. C'est beau, ouais. Vous avez dit alors, je ne sais pas si c'est exactement comme ça, mais c'est en gros. C'est pas grave, la légende est plus belle. Donc oui. René Char, j'ai passé beaucoup de temps. J'ai lu, parce que je l'aime beaucoup, Antoine Waters. Oui, Haute Folie. Le nouveau ? Oui. Haute Folie. Très beau livre. Vous l'avez lu ? Pas encore celui-ci, j'ai lu ses précédents. Alors je vous dis pas trop, mais franchement, donc Antoine Waters, Haute Folie, j'ai trouvé ça superbe. Celui-ci, vous l'avez terminé ? Oui. D'accord. Donc voilà, et puis je lis un petit texte de Laure Murat. Toutes les époques sont dégueulasses, qui est très bien. Lire plusieurs textes en même temps, c'est pas... Tout le temps. Tout le temps, oui, en même temps vous avez... Tout le temps. Dans ma chambre, il y a la Pléiade Philippe Ross et il y a un recueil de poésie, en l'occurrence de Charles Juliet. Il me l'avait envoyé avant de mourir avec une très belle dédicace. Bon. Je lui ai répondu, mais j'ai jamais su s'il avait eu ma réponse, parce que je n'avais pas son adresse personnelle. Gallimard m'avait donné un mail. Et je lui avais écrit son mail, mais j'ai jamais eu de réponse. Donc je me suis toujours demandé s'il avait eu ma réponse. Et ça, le soir, moi j'ai besoin, avant de m'endormir, mais quelle que soit l'heure, j'ai besoin de lire quelques pages. Je ne peux pas m'endormir sans lire quelques pages. Est-ce que vous seriez d'accord, avant de passer à la dernière partie de cet échange, de me lire un morceau soit d'un livre que vous êtes en train de lire, soit d'un que vous avez fini récemment, que vous aimez ? Oui, alors là, il y a un texte superbe. Donc dans le recueil de René Char, Fureur et mystère. Alors, voilà. Ça, je trouve que c'est un des plus beaux poèmes. Si vous voulez, je peux vous lire ça. Avec plaisir. Oui, ça vous va ? Oui, bien sûr.
C'est un poème qui s'appelle Allégeance. C'est d'ailleurs pas vraiment un poème, c'est un petit texte. Dans les rues de la ville, il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé. Il n'est plus mon amour, chacun peut lui parler, il ne se souvient plus qui au juste l'aima. Il cherche son pareil dans le vœu des regards. L'espace qu'il parcourt est ma fidélité. Il dessine l'espoir et léger les conduit. Il est prépondérant sans qu'il y prenne part. Je vis au fond de lui comme une épave heureuse. À son insu, ma solitude est son trésor. Dans le grand méridien où s'inscrit son essor, ma liberté le creuse. Dans les rues de la ville, il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé. Il n'est plus mon amour, chacun peut lui parler. Il ne se souvient plus qui au juste l'aima et l'éclaire de loin pour qu'il ne tombe pas. C'est magnifique. Oui. C'est très très beau, je ne le connaissais pas. Merci beaucoup pour cette Allégeance. lecture. J'ai noté. Et des phrases ou des passages que vous aimez, dont vous aimez vous souvenir, que vous connaissez par cœur, de textes que vous avez lus tout à l'heure, vous m'avez cité Oui. de tête certaines choses. Alors, il y a le Death di Shadow, vous savez. Oui, je suis les ténébreux. Oui, alors je suis les ténébreux, le veuf inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon lutte constellée porte le soleil noir de la mélancolie. Ça, je l'ai... C'est en moi. Ouais. Je l'ai lu, et puis ça s'est collé à l'intérieur. À une époque, j'ai habité très peu dans Paris, parce que mais j'ai habité un peu dans Paris, et là, j'allais courir dans les jardins de Luxembourg, et il y a une statue de Charles Baudelaire. Et je courais, et je voyais cette statue, et je voyais qu'il y avait une inscription en dessous, mais les lettres étaient un peu mangées par la mousse, tout ça. Et donc, je déchiffrais les mots à chaque fois que je tournais. Puis un jour, je suis comme allé voir exactement ce qu'était la phrase, et puis après, j'essayais de me la remémorer. Ça disait... Car c'est vraiment, Seigneur, le plus beau témoignage que nous puissions donner de notre humanité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité. Ça y est, j'ai retrouvé tous les mots. Car c'est vraiment, Seigneur, le plus bel hommage que... Merci. Ouais. Merci beaucoup. Vous avez apporté aussi La part sauvage, vous aviez envie de alors, lire un passage. C'est que j'en suis là. Ah, presque fini. Oui. Et en fait, Marv Wetzmann, qui est quelqu'un que j'ai connu depuis longtemps, il cite Philippe Ross, qui dit que il faut qu'il écrive pour comprendre ce qu'il veut écrire, en fait. Et pour que s'organise quelque chose de sa vie qu'il n'a pas compris. Et Pierre Soulages aussi disait ça, il disait je comprends ce que je cherche en le faisant. Et donc il y a eu des passages comme ça dans le livre, et j'ai trouvé ça très bien, parce que il mettait des mots sur moi. Ce que je ressens souvent, c'est que tant que je suis pas dans l'état d'écriture, tout ça est un peu vague, et je sais même pas, je suis incapable de même expliquer ce que je veux écrire. Mais quand je me mets ou là ou n'importe où avec mon ordi ou avec de quoi écrire, tout d'un coup il y a quelque chose qui s'ordonne, qui trouve une cohérence, je dis pas une rationalité, mais une cohérence, et du coup l'écriture devient beaucoup plus compréhensible que ma propre vie. Et c'est ça, il y a un travail d'élucidation, vous voyez. Qui ne peut venir que quand on commence à écrire. Oui. On va entrer dans la dernière partie de cet entretien qui a posé des questions un peu plus formelles, qu'on a appelé le passeport littéraire. Éric, si vous étiez un titre de livre. Il y a un titre que j'aime beaucoup, qui m'a toujours interpellé, d'un livre de Marguerite Yourcenar qui s'appelle « Quoi, l'éternité ?» Parce que c'est un portrait du père, en fait. C'est un portrait de son père. C'est une trilogie sur les labyrinthes du monde. Et quoi, l'éternité? Et c'est vrai que, pour moi, il y a toujours quelque chose de... probablement chez moi dans mes livres, qui veut essayer de rattraper le temps et de lui donner une perspective, un horizon qui va bien au-delà de moi. Si vous étiez un héros ou une héroïne de roman, qui est un personnage un peu marquant que vous aimeriez incarner? Cyrano. Oh oui, j'adore. Beaucoup de points communs. Oui, Cyrano, parce qu'il y a à la fois la puissance et la fragilité. J'aime beaucoup parce que c'est très poétique. Il y a beaucoup de sincérité. C'est l'amour aussi, c'est vraiment Roxane. Et en même temps, c'est une forme d'altruisme. Il va aider Christian, il va lui écrire des vers, il va le sauver de la guerre et tout. Et voilà. Donc, c'est à Cyrano, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Est-ce que vous aimez lire des histoires d'amour dans les romans? Il y a un roman qui... Oui, c'est Éclair de femme. Ça vous dit quelque... Oui. Parce que c'est deux êtres. L'homme, sa femme va mourir. Elle...
qu'est-ce qui se passe? Elle aussi, elle a perdu son mari, je crois. Et ils se trouvent tous les deux dans des deuils ou au bord du deuil. Et j'ai trouvé et puis après, il y a eu Yves Montand et Romy Schneider qui ont joué. Mais c'est vrai que ce Clair de femme, pour moi, c'est vraiment une très très belle histoire d'amour, parce que ces deux êtres qui sont pas disponibles, dont le cœur est complètement gelé, complètement déchiré et tout, et puis malgré tout, au milieu de tout ça, ils vont se trouver, enfin ils vont trouver quelque chose pour s'aimer. Je trouve que c'est très beau. Ouais. Est-ce que vous avez eu un chagrin de lecture? Vous pouvez entendre le mot chagrin dans le sens que vous voulez. J'ai lu il y a l'an dernier, je crois, le livre de Bernhard Schlink qui s'appelle La petite fille. Oui. Ça vous dit quelque chose? Et ça m'a angoissé ce livre. Enfin, ça m'a fait beaucoup de peine, parce que vous savez, c'est l'histoire d'un homme dont la femme meurt, et il apprend que cette femme avait eu un enfant, avait eu une fille, et il cherche à la retrouver pour lui dire que sa mère est morte, tout ça. Il finit par la retrouver, et il se rend compte qu'elle a elle-même une fille, et cette petite fille va le considérer comme son grand-père. Sauf que elle est quasiment néo-nazie. Et donc, lui, il essaie d'être fidèle à ce qu'aurait été sa femme si elle avait retrouvé son enfant et donc sa petite fille. Et donc, pour essayer de la tirer de là, il propose à sa mère s'il peut la prendre une fois par semaine, je crois, chez lui. Et il va lui faire enseigner le piano parce qu'elle aime le piano et tout. Et donc, mais c'est terrible parce que elle est tellement cette petite partie vers autre chose, qui est de l'intolérance, du racisme et tout ça. Et moi, comme j'ai 3 petits-enfants, mais j'ai une petite fille de 7 ans qui est évidemment pas comme ça, mais ça, tout d'un coup, ça m'a fait... Quand même. Oui, il y avait une projection. Bon, ce livre, c'est une critique de l'Allemagne de l'Est, enfin de l'Est et de l'Ouest, etc. C'est un très très beau livre de Schlink qui avait fait... Voilà, okay, donc ça m'a vraiment... Et il y avait un écho pour moi, avec un autre livre de Philip Roth qui s'appelle La pastorale américaine, grand livre de Roth, dans lequel le personnage principal sait pas où est passée sa fille, et il la retrouve dans des sectes, des trucs horribles. Et il y a eu un film, et je me souviens, le passage de ce film m'avait fait quasiment donner des cauchemars, tellement moi j'ai 4 filles, bon, elles vont bien, elles sont pas du tout des trucs comme ça, mais je sais pas, il y avait quelque chose qui s'était mis en... Voilà. Et donc ce livre de Schlink, ça a été un chagrin de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a un auteur ou une autrice peut-être du passé que vous auriez aimé rencontrer? Vous en avez rencontré beaucoup. Oui. Oui, je pense vraiment, j'aurais adoré rencontrer Romain Gary, parce que je pense que j'ai compris qui il était en fait. C'est-à-dire que souvent on dit c'est caché derrière Émile Ajar et tout, mais je crois que c'est absolument l'inverse. C'est que il est devenu lui-même en étant Ajar. C'est-à-dire que Gary, c'était une invention de sa mère. Sa mère, tu seras Gary, tu seras un aviateur, tu seras un écrivain, tu seras un diplomate, etc. Et j'ai la preuve de ça, enfin une preuve à moi. Au musée des manuscrits, boulevard Saint-Germain, il y avait une exposition des manuscrits de Gary. Donc évidemment, j'ai couru. Bon, et je regarde sur tout un pan de mur ces manuscrits, une écriture très serrée qui ne respire pas. Il y a l'éducation européenne, il y a les racines du ciel. Enfin, c'est super, mais c'est vraiment une écriture serrée. Et puis sur un autre pan de mur, je vois à l'œil nu comme ça, je vois que c'est pas du tout la même écriture. Je dis tiens, ils ont mis un autre auteur. Et je m'approche. C'est Émile Ajar. C'est La vie devant soi, c'est Gros câlin, Les mines du roi du Salomon. Et c'est une écriture d'enfant. Et une écriture aérée, espacée. Il y a peu de mots sur chaque page, alors que les autres, elles étaient serrées, et pas parce que c'était la guerre, il n'y avait pas de papier. Il respire. Quand on dit Gary, il était Gary et il s'est caché derrière Ajar, non. Il était caché, il étouffait comme Romain Gary et il est redevenu lui-même en étant Ajar. La particularité de ce podcast, c'est que la personne que j'ai vue avant vous vous pose une question sans savoir qu'elle sera pour vous. C'est Rouda, qui publie en cette rentrée Les Jardins perdus aux éditions Liana Lévy, qui vous pose la question suivante. Est-ce que vous pensez qu'on peut écrire un roman d'une seule page? For sale, baby shoes, never worn. Hemingway. À vendre. Chaussures de bébé jamais portées. Vous avez tout dit. Voilà. Merci beaucoup, je lui transmettrai votre réponse. À votre tour, il faut vous poser une question à la personne que je verrai après vous, sans savoir qui il ou elle sera. Ça va vous déconcerter, ça va le déconcerter. Je vous écoute. Aimez-vous écrire?
Oh. Vous savez pourquoi j'ai choisi ça ? Vous allez me le dire ? Parce qu'une année, j'étais dans le concours des lycéens et je me suis retrouvé devant une classe, plusieurs classes à Nice. Et il y a une jeune élève qui s'est levée et m'a dit « Est-ce que vous aimez écrire ?» Et bon, je ne m'attendais pas du tout à cette question. Et du tac au tac, je lui ai dit « Mais est-ce que tu aimes respirer ?» La question, c'est pas tellement de savoir si j'aime écrire ou pas. Et d'ailleurs, si je devais vraiment répondre à cette question, je pense pas que j'aime écrire. Je pense même le contraire. Mais j'en ai besoin. Je pense que c'est un stade même supérieur. C'est-à-dire que je ne peux pas me passer d'écrire. C'est un besoin, une nécessité vitale. Avant que la nuit nous enveloppe et que je vous laisse vraiment tranquille, j'ai une toute dernière question. Ouais. Est-ce que parmi les livres dont vous m'avez parlé, ou peut-être d'autres dont vous n'avez pas parlé, il y a un livre dont vous me recommandez absolument la lecture, à moi, personnellement ? À vous, oui. À moi. La centaine d'amours de Neruda. Je ne vous connais pas, je vois l'attachement que vous avez pour la lecture, pour les beaux textes, etc. Et la centaine d'amours, c'est inépuisable, je trouve. Je trouve que ces poèmes de Neruda, ils ont tellement de puissance et en même temps de délicatesse. Et alors moi qui ne lis pas l'espagnol, j'ai une version là que j'ai pris chez Gallimard l'autre jour, où il y a le poème en espagnol et en français. Et j'aime bien entendre la musique de la langue native avant de lire le poème en français, qui évidemment apporte beaucoup. Un grand merci, c'était passionnant. Non, mais je vous cite votre intérêt. C'était le podcast Des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains avec Éric Fotorino. Pour retrouver sa sélection de livres et les autres épisodes, rendez-vous sur le site internet de la librairie www.desgendsquilisent.fr. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous et parlez-en à d'autres gens qui lisent. À bientôt, à la découverte d'une autre bibliothèque et belle journée dans les livres.